Bonsoir à tous. Si vous nous retrouvez actuellement, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien évidemment sur Sport Business Squad. Il s'agit bien évidemment de la première émission en Afrique traitant des questions de management, de marketing et surtout d'économie du sport. Aujourd'hui encore, on va beaucoup parler management et économie du sport. On parlera football, on parlera MMA, on parlera également basketball. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une équipe de gladiateurs dans le domaine du management et de l'économie du sport. On se prend tout à l'heure le temps d'une transition. Il s'appelle Pierre Toukoulou, je l'appelle affectueusement Tatou. Eh bien, il faut dire que c'est quelqu'un qui a roulé un peu sa bosse au Cameroun. Il est allé aux États-Unis faire quelques études dans le domaine qui le passionne, à savoir le management du sport. Il a travaillé sur pas mal d'événements là-bas avec également pas mal d'entreprises, notamment Live Nation. Il a roulé également sa bosse. Il est revenu au Cameroun, chose très appréciable, et il a lancé sa boîte qu'il a décidé d'appeler Tattoo Vibes. Vous comprenez pourquoi on l'appelle justement Tattoo Vibes. Et donc, c'est Tattoo Vibes Sport Entertainment. Il est avec nous aujourd'hui. Salut Tattoo, comment tu vas? Hello, Frangislin, how are you? I'm fine, bro. I'm very happy to be there, you know. Yeah, I'm happy to be here today. I'm happy to say hi to your friends and, followers, all over the world. And I'm happy to be part of the Sport Business Squad team. Thank you so much. On essaye. Quand Raksha n'est pas là, on fait ce qu'on veut. Alors, juste à côté de moi, lui, il est journaliste, un journaliste très émérite, justement, très très talentueux, justement. Il a roulé sa bosse également dans l'univers médiatique du Cameroun et ensuite, il a décidé de se lancer également dans la communication. Il est le responsable de la communication de la Ligue nationale de MMA. Il s'appelle Narcisse Ngassam, il est avec nous. Salut Narcisse. Salut Franck et bonjour à tous les téléspectateurs de Humanitarian. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau high-tech. Ah, tout à fait, bien évidemment, high-tech. Celle qui n'est pas là, malheureusement, c'est Raksha, vous avez pu le constater. Je vais encore devoir la dépanner une ou deux fois. J'espère que cela va compter dans mon compte en banque d'ici bientôt. Raksha est donc allée nous représenter du côté du Salon international de l'entrepreneuriat Promote qui se tient donc à Yaoundé depuis quelques jours. Et donc, on espère que d'ici la prochaine émission, elle sera avec nous. Et peut-être si la magie de la technologie nous permet, peut-être on pourra avoir un câble avec elle. Ce n'est pas encore sûr. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer de plein pied dans cette émission, mais on va commencer d'abord à papoter avant de prendre peut-être la régie, papoter sur 2 ou 3 sujets. Alors Pierre, est-ce que tu es au courant justement de cette formation qui a été lancée par le comité national olympique et sportif du Cameroun en vue de former les managers du sport au Cameroun? Ouais, je suis au courant. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très belle chose. Je pense que pour ceux qui connaissent un peu l'actualité Tattoo Vibes, nous prenons pour des formations, nous prenons pour le suivi des différents acteurs du monde sportif. Donc, ça veut dire que s'il y a une institution qui lance des formations, comme nous, on a souvent eu l'habitude de faire avec la collaboration de l'ANAFoot et la Ligue professionnelle de football, la FECA Foot, bientôt. Donc, c'est toujours bien de former des gens. Tout à fait. C'est vrai que j'ai vu dans la liste des admis quand même des noms que tu connais très bien, notamment Richard Tong de la Ligue professionnelle et notre confrère, le confrère de Narcisse également, qui est actuellement sur son téléphone, c'est ça, il a dit plateau high-tech. Lui, donc, j'ai vu le nom de Inject, ça veut dire que on forme également des journalistes de sport à devenir des managers de sport, ce qui n'est pas mal. En fait, l'idée derrière, je pense, c'est, je parle au nom du comité national olympique, mais je pense que l'idée derrière, c'est d'amener les acteurs du monde sportif à comprendre les principes de management sportif. Tout à fait. Parce qu'ils peuvent être appelés aujourd'hui, on a sur le plateau Narcisse, qui est journaliste sportif, mais aujourd'hui qui est à la direction des communications de la MMA, mais demain Narcisse peut postuler pour avoir un club de MMA, pour avoir je sais pas trop quoi. Donc il faudrait qu'il ait aussi des bases, tu vois, sur le management sportif. Tout à fait. Et Narcisse, une formation comme celle-là, tu serais intéressé à l'image par exemple de Fils Inject justement qui a été retenu? Oui, c'est intéressant, ça enrichit le journaliste parce que il me souvient qu'il y a quelques mois, l'ANAFoot a organisé une formation allant toujours dans ce sens. C'était beaucoup plus pour les team managers et c'est pas très loin de ça.
manager des formations sportives, c'est un travail qui demande, c'est un travail scientifique qui demande une certaine connaissance de la part de celui qui s'y engage. Aujourd'hui, certainement qu'on va en parler, l'ultimatum de la FIFA, vous voyez, c'est l'une des conséquences du manque d'expérience en management, tout à fait. De nos dirigeants dans le domaine du sport. Tout à fait. C'est-à-dire que pour peu que les uns et les autres ont compris que tu peux vendre un joueur et encaisser des centaines de millions, eh bien, tout le monde s'y est jeté. Et puis, on ne sait pas que pour y arriver, il faut se former. Il faut être formé. Il faut savoir comment encadrer un jeune selon les âges, selon les catégories, selon la physiologie de ce dernier. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Eh bien, cette formation, je trouve qu'elle arrive à point nommé pour compenser le vide qu'il y a également dans certaines formations. Clairement, on va donc saluer nos amis du côté du comité national olympique et sportif, particulièrement le président de ce comité, le colonel Kapkaba Malboum, qui fait du très très bon travail depuis qu'il est là-bas. Il était également pressenti du côté de l'ACNOA et tout. Mais bon, on est vraiment fiers de ce que fait ce comité-là pour démontrer, pour encourager et surtout encadrer le sport. Nous, on va faire quoi? On va aller pour la première fois de la journée du côté de la régie. Il faut dire justement qu'après le courrier adressé par la branche Afrique du syndicat FIFPro, qu'on évoquait même déjà dans le cadre de cette émission, eh bien, la FIFA est sortie de sa réserve et justement, tu le disais tout à l'heure, Narcisse, a adressé un ultimatum au club camerounais. L'État camerounais a également réagi à travers la Ligue et donc a mis à la disposition de tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 une somme de 3 millions pour les clubs de Ligue 1 et 2 millions pour les clubs de Ligue 2. Et donc, ça fait jaser actuellement, comme nous le dit justement dans ce reportage Marina Ngoglina. C'est un 18 février que la Fédération internationale de football Association somma la Fédération camerounaise de football et par ricochet, la Ligue de football professionnel du Cameroun de régler les problèmes des arriérés de salaire des artisans du football de Ligue 1 et 2 du Cameroun. Suite aux revendications coordonnées de la FIFPro et du syndicat national des footballeurs du Cameroun, dirigé par Jérémy Sorel-Djitap, l'instance fêtière du football mondial a mis en garde le pays de Samuel Eto'o qui continue de se faire remarquer négativement. Comme il est de coutume, le gouvernement camerounais apporte sa quote-part à la dite ligue. Ce faisant, 84 millions de francs CFA ont été remis au général Pierre Semengue, président de la Ligue professionnelle de football du Cameroun, pour la redistribution. Redistribution effective au lendemain de l'injonction de la FIFA. Ainsi, 24 sur 33 formations de la Ligue sont concernées. Les clubs de Ligue 1 ont obtenu 3 millions de francs CFA et ceux de la Ligue 2 repartent avec 2 millions de francs CFA dans leur JBCR. Sont mises à leur disposition pour régler uniquement les problèmes de salaire. Cependant, le constat est clair. Le budget converge pour la plupart du temps vers un entretien de ces clubs. Pourtant, c'est depuis la création du dit organe en 2010 que le gouvernement camerounais attribue un budget notoire pour améliorer les conditions de vie de ces footballeurs et de leurs encadreurs. Cet état des choses met en scène le problème de gérance dont a toujours fait face les instances sportives camerounaises. Alors les gars, moi clairement la question que je me pose c'est est-ce que la subvention de l'État peut-elle résoudre le problème posé aujourd'hui par la FIFA et par la FIFPro? Écoute, il faut être honnête avec nous-mêmes et avec les Camerounais en disant non. La subvention de 3 millions pour la Ligue 1 et 2 millions pour la Ligue 2 ne peut pas résoudre le problème des salaires parce qu'il faut dire que vous avez 24 clubs qui ont des arriérés de salaire. Ça c'est vrai. Vous voyez un peu.
et que vous avez 24 clubs, on a des ailleurs les salaires, donc forcément, est-ce qu'on va couvrir ça va être, je n'ai pas vu dans la lettre du général Semengue si ça avait été spécifié qu'il fallait payer les aérés des salaires des années antécédentes ou bien il fallait payer les aérés des salaires de la saison en cours. Mais il faut déjà expliquer, Pierre, aux téléspectateurs que le salaire en première division est de 100 000 et en deuxième division est de 50 000. Donc quand on fait rapidement le ratio, on est dans les 2,5 millions par mois, de masse salariale par mois, plus le staff technique qui va chercher dans les 500 000. Donc, le staff technique, techniquement, c'est deux fois le prix du salaire du joueur. Tout à fait. Avec 200 000. Donc 200 000 francs en Ligue 1 et 100 000 francs en Ligue 2. Maintenant, quand vous avez un staff technique qui compte 7 personnes, il faut faire les calculs. Ça veut dire que tu as l'entraîneur principal, tu as l'entraîneur adjoint, tu as peut-être l'entraîneur des gardiens, tu as le kiné, tu as le préparateur physique, tu as. Donc, un club, ça tourne généralement autour de 5, 6, 7, voire au minimum. Hein. Ouais. Donc, maintenant, moi je pense que c'est un début en fait. C'est pas la solution, ça va pas permettre de résoudre le problème, mais je pense que c'est un début de solution. Parce que je pense aussi qu'à la Ligue professionnelle de football, ils ont dans leur statut, avant la saison, des tests qui je pense, prévoient qu'avant avant le début de chaque saison, que les clubs déposent un bilan financier. Et bon, après, maintenant, la Ligue, malheureusement, n'a peut-être pas à son sein un organe de contrôle pour aller se rassurer si ça a vraiment extérieur pour voir si ça a vraiment été fait, parce que on peut déposer un bilan, on peut dire qu'on a fait des choses, mais alors que ça n'a pas été fait. Tout à fait. Mais justement, pour être affilié à la Ligue professionnelle de football pour une saison, il faut déposer un bilan financier. Tout à fait. Et généralement c'est marqué que les clubs ont c'est ça, dommage. Les joueurs ont payé, donc ont été payés. Donc alors Narcisse, moi ce que je veux savoir, c'est est-ce que véritablement cet argent pourra permettre d'atteindre les objectifs au vu. Quand même, il faut rappeler quand même que d'après un communiqué produit par la Ligue professionnelle de football, eh bien cet argent doit essentiellement servir au salaire. Mais est-ce que ce sera véritablement le cas? Non, déjà ça fait la Ligue a mis à la disposition des clubs 84 millions en tout et pour tout. Et puis quand vous regardez ça, vous vous dites on parle des avances. C'est pour tout juste les avances. En réalité, ce montant est comme un anti-inflammatoire, donc un antalgique. Vous avez quelqu'un qui a un déboîtement, par exemple, de la cheville, vous lui infligez des antidouleurs. Oui, ça ne veut pas dire que le kiné est en train de faire son travail. Non, il faut un travail de kiné fait sur cette cheville-là. C'est exactement la même chose que la Ligue est en train de faire, puisqu'elle a dit au club de commencer déjà à donner des avances aux joueurs qui réclament. Et c'est assez complexe, parce que vous vous souvenez, lorsque le général arrivait à la tête de la Ligue, quand il s'est fait réélire, il a dit, il a promis beaucoup de milliards. Ils sont arrivés les milliards avec MTN par exemple. Non, pas beaucoup. Le général avait promis, je crois, c'était 40 milliards. Il avait parlé de quelque chose dans les 40 milliards. Après, ça n'est pas 40 milliards, mais si on a pris les milliards de MTN, un peu d'argent de la FECAFOOT, pas grand-chose. Voilà. MTN déjà, donc ça faisait quand même quelques milliards. Voilà. Cet opérateur économique déjà ne donnait pas grand-chose. Il faut dire qu'ils n'ont pas donné grand-chose du tout. Et puis, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'à un moment donné, il y a Puma qui a voulu également habiller les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Ils ont reçu une fin de non-recevoir, je ne sais pas pourquoi. Il y a Patrick Mboma qui a amené une autre firme, Adidas, pour ne pas la citer, qui est venue, voulait s'occuper justement des clubs de Ligue 1 et tout, et également de catégories inférieures des sélections nationales. Ça n'a pas arrangé les gens. Tout à fait. Et puis, on a repoussé l'offre. On a aujourd'hui Garman qui est arrivé sorti d'une pochette surprise. Parce que moi, honnêtement, je ne peux pas vous expliquer comment Garman, l'Italien, est arrivé. Déjà que même en Europe, ce n'est pas une référence.
Qu'est-ce que Garman donne? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, des survêtements, quelques jeux de maillot qu'on peut facilement trouver sur le marché de la place. Mais on ne sent pas la présence de l'équipementier en termes d'accompagnement. Voilà, sur le plan même financier des clubs et tout cela. Nous savons tous qu'est-ce que les équipementiers fournissent aux clubs sur d'autres continents, l'Europe par exemple. Quand vous avez un équipementier, eh bien, cela se ressent même dans le budget de l'équipe. Tout à fait. Chez nous, c'est autre chose. C'est une histoire qui se négocie, qui s'arrête à un certain niveau. Le joueur qui est sur le stade, lui qui est l'acteur principal, même parce que sans joueur, il n'y a pas championnat. Sans joueur, il n'y a pas d'équipe. Il est celui qui sait le moins qu'est-ce que produit son équipementier. Moi, ce que je veux savoir, Pierre, dis-moi, est-ce que tu penses que la subvention de l'État permettra d'éviter une sanction au Cameroun au niveau de la FIFA? Non. Il ne faudrait pas qu'on court très vite. Je pense qu'il y a une réunion demain lundi à la fédération. Je pense que le président Bombon Joya a convoqué le président de la Ligue, certains présidents de club et je pense aussi FIFPro, Sinafor, je pense. Je pense qu'ils pourront trouver ensemble des voies et moyens de sortie de crise. Il ne faudrait pas qu'on pense que la subvention de l'État pourra venir stopper une éventuelle sanction de la FIFA. Non, je pense pas à ça. Je pense qu'il faudrait, comme Narcisse vient de dire, prendre la subvention de l'État, commencer à mettre les comptes des joueurs dans une position confortable pour un début, quoi, vous voyez, et puis aider faire avancer les avances de salaire pour qu'ils soient quand même un peu contents, et puis après, maintenant, chercher les moyens. Quand aujourd'hui, Narcisse parle d'équipementier, par exemple, vous savez, ce qui est malheureux, c'est qu'on ne comprend pas, certaines personnes qui sont aux affaires ne comprennent pas l'importance, le sens du mot équipementier. Parce que il est difficile pour moi de concevoir que Temple et Lions Indomptables, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se cache, Temple et Lions Indomptables, ou bien toutes les différentes catégories des équipes nationales, au niveau qui représente la nation, on a un problème sur le terme équipementier. On a tendance à croire qu'on va aller voir un monsieur qui fabrique des vêtements, on va passer une commande, il va nous donner la commande, on va revenir au Cameroun, parce qu'il va majorer la commande de 20 ou 30% de la valeur des articles, il est devenu équipementier. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et quand vous avez un équipementier, moi j'ai vu par exemple, d'ailleurs j'ai en partie travaillé sur le dossier, où Nike reconduisait son contrat avec la Fédération américaine de football. Mais attendez, football, basketball et autres, mais attendez, c'était beaucoup de milliards qui sortaient. Tout à fait. Beaucoup de milliards qui sortaient, la Fédération ne dépensait pas un seul sou. Mais il y a une politique qui accompagne cette logique-là. C'est-à-dire, il faut un merchandising assez fort pour que l'équipementier puisse retrouver dans ces... Parce que si l'équipementier arrive au Cameroun, dit... comment je vais dire ça, j'habille les équipes de Ligue 1, Ligue 2, et qu'après, les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 ne sont pas retransmis à la télé, à l'international, ça ne sert à rien. Si l'équipementier arrive au Cameroun, dit je vais habiller les équipes de Ligue 1 et Ligue 2, et que moi, parce que je suis supporter du Tonnerre Cadara Club, je cherche le maillot du Tonnerre Cadara Club pour aller au stade, je ne trouve rien, ça ne sert à rien. Donc, il faudrait qu'il y ait une politique de merchandising, il y ait une politique comme on dit souvent, de commercialisation des produits dérivés de ce championnat-là, qui vont porter. Parce que est-ce que, soyons honnêtes avec nous-mêmes, si vous voulez aujourd'hui le maillot du Real de Madrid, de Paris Saint-Germain, on s'est retrouvé. Tout à fait. On s'est retrouvé. On va dans les boutiques sportives et là, on s'est retrouvé. Moi, justement, je te relance peut-être avant de passer la parole à Narcisse. Je veux savoir,
quels sont les moyens de financement qu'on peut retrouver actuellement avant la phase des playoffs? Parce qu'il faut bien trouver des financements. Parce qu'on vient de le dire, la subvention de l'État, c'est à peine un mois de salaire. Il faut trouver, par exemple, des financements pour les mois d'après. Quelles sont les solutions immédiates qu'on peut avoir actuellement avant justement la phase des playoffs, avant peut-être que je passe la parole à Narcisse? Il faut dire que Tattoo Vibes a fait des propositions à la Ligue professionnelle de football. J'ai eu une réunion il y a 2-3 jours. Ouais. Avec le directeur marketing et communication de la Ligue professionnelle de football, Richard, quand je passe mon bonsoir. Et on s'est accordé sur un certain nombre de choses. Il faudrait trouver de l'argent. Ouais. Peut-être pas avant la phase des playoffs pour la phase aller-retour. Parce que c'est 18 journées. Nous sommes à la cinquième journée aujourd'hui. Ouais. Donc, il sera un peu difficile de trouver l'issue entre-temps. Mais on va essayer parce que il faut comprendre une chose. Le football aujourd'hui a 4, mais 3 garanties, 3 voies d'entrée en termes de ressources financières. Tu as la billetterie, qui ne constitue pas vraiment l'essentiel on tourne autour de 23, 30, 23, 24, 25%. Dans des grandes compétitions. Dans certains pays, même on est à moins de 15%. C'est très du peu, budget annuel de gestion d'un club. Alors, quand vous avez la billetterie qui ne fonctionne même pas, il y a très bien au Cameroun. Qui ne fonctionne pas du tout au Cameroun. C'était pas très bien. Parce que, vous savez, moi, j'étais en Égypte et je voulais aller voir des matchs de Al Ahly. On me dit que dans 2 saisons, les places sont déjà réservées pour 2 saisons. Vous comprenez que au Cameroun, on est loin quand même. On est loin quand même, mais nous avons fait des propositions dans ce sens-là, vous savez, depuis 2 ans. Tout à fait. On attend toujours que ça avance. Donc, il y a la billetterie, il y a le merchandising, on parle de l'équipementier. Il n'y a pas d'équipementier. Il n'y a pas d'équipementier, malheureusement. Vous avez vu, je suivais encore je faisais encore des recherches l'autre jour et je tombe sur le dossier Neymar, par exemple. Comment est-ce que vous comprenez que vous allez comprendre que le Neymar de Barcelone à Paris, la période où le transfert a été négocié, où ça fait le buzz, où ça a été, ça a cartonné. Neymar à lui seul a eu 40 000 followers par jour sur ses comptes Twitter, Facebook et autres. Tout à fait. Et vous avez les ventes, dès que Neymar a signé, les ventes de maillots du PSG sont comme des cacahuètes. Attendez un peu. Donc vous comprenez que si aujourd'hui on vend Ilundu à Lyon de Douala et que Lyon de Douala décide de faire des maillots au nom de Lundu, ceux qui suivent les Lundu vont faire les maillots. Donc, et maintenant, vous voyez le club Bamboutos, par exemple, de Bouddha, par exemple, qui est supposé être le club le plus riche au Cameroun en termes de supporters. Ben, s'il y a un équipementier qui habite Bamboutos de Bouddha et qu'on vend un maillot supporter à 5 000 francs et que le club génère uniquement, ou alors le club a 1 000 francs de bénéfices sur le maillot de supporter qu'il a vendu et que le club, on peut compter 100 000 supporters de Bamboutos. Fois 1 000 francs, ça fait le milliard. Ça fait, on est dans les milliards. Donc imaginons alors qu'on arrive à avoir un système de merchandising au Cameroun. Ça fait que les clubs auront de l'argent. Maintenant, il y a le 3e volet qui est les droits télé. Au Cameroun aujourd'hui, je ne sais pas comment les confrères de HTV font pour diffuser les matchs de la Ligue 1 et la Ligue 2. Généralement la Ligue 1, parce que je ne sais pas si on a doublé la Ligue 2. Non, en quelques rares occasions, comme Canon Tonnerre. Voilà. Donc, les matchs de Ligue 1, par exemple. Les derbies, voilà. Les matchs de Ligue 1, on ne sait pas très bien quel est l'agreement qu'ils ont avec la Ligue professionnelle de football. Mais si la Ligue produisait elle-même son propre signal, vous comprenez qu'elle vendrait plus cher. Tout à fait. Je ne sais pas si elle vend aujourd'hui. On n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression. Peut-être qu'on assiste les journalistes, peut-être qu'elle mieux. Mais aujourd'hui, si la Ligue produit son signal, elle sera en train de vendre très cher le championnat camerounais. Tout à fait. Donc, sans compter le 4e volet qui est la vente de joueurs et tout ça. Mais pour l'instant, c'est ces 3 plans-là qu'il faudrait travailler. Maintenant, pour les playoffs, nous pensons que les playoffs, surtout pour ceux qui sont au top du tableau, ça devrait être les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème des footballeurs professionnels camerounais qui doivent s'affronter. Donc ça veut dire qu'il est important dès aujourd'hui de commencer à trouver, à mettre des mécanismes de financement, de sponsoring, de partenariat,
merchandise même à la limite. Pourquoi pas trouver un sponsor, un équipementier playoff uniquement qui va produire les maillots, les supporters et autres, tout ça par rapport au playoff. Et puis après, bon, on y travaille déjà, mais je pense que ça va aller. J'ai confiance en monsieur Richardon, au général Semengue et puis après au général Semengue. Alors Narcisse, justement, on parlait tout à l'heure des droits télé. Est-ce que ce ne serait peut-être pas un moyen également de pouvoir générer lors de la phase des playoffs, d'autant plus que cette phase des playoffs peut être par exemple un regroupement zonal, et dans ce cas on sait quand même qu'on jouera dans les meilleurs en termes d'infrastructure, et donc la qualité du spectacle pourrait être relevée. Est-ce que ce ne serait pas selon toi un moyen de générer un peu des sous? Oui, justement, c'est vrai que je ne vais plus ajouter grand-chose quand Tato a parlé, c'est le véritable spécialiste. Oui, et il a évoqué justement plusieurs pans du problème. Tout à fait. Il a parlé des équipementiers, des équipements, par exemple. Vous savez, Bambutos Club d'Mbouda compte par dizaines de milliers de supporters. Centaines, ils en ont au-delà des frontières du Cameroun. C'est justement le détail qu'il faut ajouter. Bon, et puis, il y a justement ce problème, je voulais soulever. Aucun club, que ce soit de Ligue 1 ou Ligue 2, n'a de boutique. Non. Même pas le Coton Sport de Garoua. Aucun. Pas même Coton. Parce que peut-être aussi parce que Coton n'est pas un club populaire. C'est plus un club. Oui. Mais dans le Grand Nord, il faut dire que dans le Grand Nord, c'est le leader. C'est le leader. Et même sur le championnat, on a l'impression quand même que Coton ne fait pas l'unanimité quand même en termes de mobilisation. Et puis tu vois. Dans le championnat, Franck, au-delà du fait qu'il y a des clubs comme Bambutos, Union, qui sont très très supportés, sur le plan sportif, Coton est le leader depuis plus d'une décennie. Tout à fait. Donc, les années où Coton ne gagne pas les championnats, c'est là où il y a événement. Donc, alors, Coton Sport, avec les moyens qu'ils ont, ils ont les financements, l'assaut de Coton. C'est avant que les subventions de l'État n'arrivent. Coton Sport est l'un des rares clubs qui soit capable. Il me souvient que les années, je crois que c'était 2004, 2006, il y a Joël Babanda qui est allé au Coton Sport de Garoua. Il avait 1 million de salaire par mois. Tout à fait. Ça avait défrayé la chronique. On avait dit, voilà le joueur le plus payé de la saison. Et, c'est vrai que 1 million de francs CFA. Oui, je pense qu'il y a aussi des Zanakana qui ont eu les. Voilà. Et seul Coton a réussi souvent à donner quel salaire aux joueurs. Mais comment ils font pour que même eux n'aient pas de club, de boutique, voilà. Après aussi, je me dis, ça peut être aussi le pouvoir d'achat, parce que c'est bien d'avoir une boutique, mais combien de supporters à Garoua peuvent se procurer un maillot à 10 000 ou à 15 000 francs? Peut-être c'est aussi ça. Non, moi je pense pas que ce soit le problème. C'est ça, c'est vraiment pas le problème. C'est pas ça le problème. Parce que Franck, lorsque Coton Sport vient jouer à Yaoundé ou à Douala, mais allez un peu sur le quai du train voyageur, vous allez voir quelque chose. Ils font le plein de tous les wagons. Il y en a qui viennent par route avec des voitures. Il y en a qui viennent par avion. Par bus, Non, je vous assure, si quelqu'un peut payer le transport de Garoua pour Douala, et il faut dire en passant que c'est environ 40 000 francs CFA. Oui, pour faire le déplacement. Aller-retour, Alors, si quelqu'un est capable de le faire, c'est pas un maillot de 5 000 francs, même pas 10 000 francs qu'il ne peut pas acheter. Donc, il y a maintenant un autre aspect, les droits télé. Il y a même... le Cameroun n'est pas le seul qui soit en retard sur la question, parce que la CAF même est encore en train de mettre sur pied sa propre chaîne télé. Oui, tout à fait. Et justement, la CAF actuellement, pour ceux qui nous regardent, la CAF recrute un producteur TV, donc postulé, on ne sait jamais, et pour justement manager le volet CAF Média, parce que effectivement de ce côté-là, c'est malgré. Mais par contre, il faut dire quand même que la CAF aujourd'hui a produit elle-même son signal, c'est-à-dire qu'elle fait appel à des agences extérieures pour produire son signal. Mais avec l'arrivée justement de CAF TV, la CAF produira elle-même son signal en interne. Elle aura un monopole. Mais il faut préciser que ça c'est surtout dû
au fait qu'on a trouvé qu'entre l'ancien président de la CAF et la compagnie qui gère les droits TV de la CAF, il y aurait eu des soucis, il y aurait eu ceci, mais passation de... Mais je pense qu'il faudrait également motiver aussi les entreprises qui font dans la production des contenus audiovisuels de se rapprocher également de la Ligue. Parce que la Ligue aujourd'hui fait appel à la CRTV ou à Canal 2 parce Canal que peut-être 2, ouais. il n'y a pas de proposition en face, il n'y a pas d'offre en face. Non, je pense pas que ce soit le problème. Je vais laisser Narcisse finir d'abord. Et on risque de ne pas revenir parce que justement le temps nous tient à la gorge. Narcisse va terminer et on va foncer droit vers Phoenix aux États-Unis. Oui, très rapidement pour dire que l'apport des équipementiers, par exemple, devrait être bénéfique non seulement au club mais également aux joueurs. Il me souvient que lorsque à Tancho, nous avons tous connu et à Tancho que je salue en passant parce que il est toujours là, il est au pays, il est du côté de Ngusso Éleveur. À Tancho, lorsqu'il est allé au mondial en Finlande, le mondial cadet avec les Lions cadets, c'était la génération 2003, Biard, Alexandre Momo, il y avait les Serge Ngalet, voilà, Stéphane Biard, tous ces gars. Atancho était la mascotte de Nike au Cameroun. Et là, chaque début de saison, il recevait le kit complet de l'équipementier Nike et en plus un cachet. Vous voyez ça permettait aux joueurs d'être un peu plus à l'aise financièrement. Donc l'apport des équipementiers bien géré serait une bonne chose pour les joueurs et également les clubs. Mais je vais terminer par un détail. Il faut dire que sur le plan du sponsoring, également l'accompagnement des entreprises, le général avait négocié un certain rabais sur la fiscalité, voilà. On ne sait pas où ce projet est rendu à nos jours, donc voilà autant de choses qui font qu'on se retrouve là où on est aujourd'hui. Je pense, pour éclairer un peu l'antenne des spectateurs, je pense que le général a négocié, mais c'est aussi au niveau des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics de matérialiser cette décision-là, parce que la note a été signée par le ministère des Finances, mais au niveau de la gestion générale des impôts, parfois ça ne suit pas toujours parce que ça n'encourage ça n'encourage vraiment pas, parce que s'il y avait comme on dit souvent aux États-Unis par exemple, il y a ce que vous appelez il y a un formulaire que le nom va me revenir que vous remplissez quand vous faites une donation. Les bénéficiaires vous envoient ce formulaire-là déjà certifié. Alors quand vous déclarez vos impôts, vous présentez votre souvenir. Et si vous déclarez en ligne, les impôts ont accès à ce formulaire-là au niveau du serveur central. Donc vous voyez que ça facilite déjà le truc, parce que par exemple, si je prends un exemple, on va prendre un exemple bête, si HTV remet à la Ligue professionnelle de football 50 millions et que après HTV à la fin d'année essaie de déclarer ses impôts, le gars des impôts, l'inspecteur des impôts va sur le site, ou bien alors dans le serveur, dans le système, il va taper HTV et peut-être ça va ressortir que voilà, ils ont donné comme ça et comme ça, il faut défiscaliser. Non, je pense que le papier, c'est ça que je dis souvent au Cameroun, c'est bien beau de produire les papiers, mais il faudrait que ça suive. Il faudrait qu'il y ait une matérialisation de ce papier-là sur le terrain. Justement, je voulais parler du problème aussi de la déclaration des impôts, qui est un véritable serpent de mer. Mais sinon que c'est juste parce qu'on a reculé, Franck. Vous vous souvenez que nous, on était gamins, on savait que toutes les grandes sociétés du Cameroun faisaient dans le sport. Aujourd'hui, on compte sur le bout des doigts SNH qui a un club de vélo. Il y a sport qui a sport, voilà. Mais il y a pourtant beaucoup de grandes entreprises au Cameroun qui peuvent avoir autant d'équipes
que Coton Sport. Tout à fait. Il y a Parce que je suis désolé, mais l'Axo de Coton n'est pas un mastodonte en matière de chiffre d'affaires. Justement. Ça va, ça se passe bien avec Coton. Et justement, le rapport de la FIFPro démontre à profusion que Coton Sport est un club plutôt sérieux. Et je crois que pour avoir également travaillé à la CAF au niveau du club licensing system, on n'a jamais eu de problème avec la CAF. Moi, j'ai évoqué ici la dernière fois une hypothèse, c'est-à-dire on a construit les stades aujourd'hui. On peut décider, le gouvernement peut décider et dire aux entreprises, on a une trentaine de stades. Ouais. Ou 34 pour être. On a 34 plus stades. exactement. Alors on va choisir 34 entreprises. On va faire des naming de ces entreprises-là. Les stades. Et on va remettre les stades à la disposition des équipes du Parrainé par les entreprises. Parrainé par les entreprises du coin. Alors l'entreprise, de par son budget, va entretenir les infrastructures. L'équipe pourra jouer et les entrées de stade pourront aider les équipes à... Tout à fait. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que chaque fois qu'on parle de la Ligue ici, c'est beaucoup de passion, mais c'est ça, on veut véritablement que les choses se professionnalisent. Et c'est pour ça que nous éviterait à nos frères, nos jeunes frères joueurs de s'expatrier. Tout à fait. Mais ça va le faire. C'est pour ça qu'on a créé Sport Business Squad et c'est pour ça qu'on est là. Et justement, on va sans transition, on va partir du sport pour la MMA, mais avant, on prend cette transition à la régie. Les bras levés vers le ciel, la prophétie s'est accomplie. Il n'aura fallu que 26 secondes à Francis Ngannou pour battre Ken Velasquez dimanche dernier à Phoenix. Le Camerounais l'avait prédit un jour plus tôt dans un entretien accordé au journal L'équipe. Ngannou y pronostiquait alors une victoire par KO au deuxième round. Mais dimanche, dans un combat Ultimate Fighting Championship, en abrégé UFC, des poids lourds en Mixed Martial Arts MMA, The Predator, tel qu'il est surnommé, a encore été plus expéditif. Contre l'ancien champion de l'UFC, le natif de Battier n'a pas fait de détails. Dans un combat très attendu du public et des acteurs, du côté de Ngannou, la pression a vite laissé place à la passion qui, après seulement 26 secondes, s'est traduite en émotion. First of all, I want to say thank you for the people of Phoenix. Thank you for the event. Thank you for ESPN. Premièrement, je voudrais remercier toutes les personnes présentes ici au Phoenix. Leur dire merci pour l'événement et pour le ESPN. Je dédie cette victoire à ma tante Kemwe Marie, décédée le 6 janvier dernier. 2018 n'a pas été facile, mais je suis de retour. Et comme je vous l'ai dit hier, j'ai des surprises pour vous. J'espère simplement que vous allez les aimer. Je suis content, je suis juste ici maintenant pour m'amuser, me relaxer et profiter de mon combat. Hey, I wish you the best. Hey, je te souhaite le meilleur. Tu as fait du bon boulot. Ngannou signe ainsi une deuxième victoire de suite après son triomphe par KO contre Blades en novembre dernier. Il n'avait alors mis que 45 secondes pour terrasser son opposant dès le premier round. Fini avec, fini une fois avec, fini avec, fini une fois avec, fini avec, oh, fini une fois avec, fini une fois avec, fini une fois avec. Plusieurs mois après sa défaite contre Stipe Miocic pour le titre de poids lourd de l'UFC et contre Derrick Lewis, qui lui ont valu de nombreuses critiques, le géant camerounais signe un retour en puissance. Même si pour l'instant, il n'est classé que 3e dans sa catégorie, derrière les 10 vainqueurs. Pour atteindre le sommet en MMA, le Camerounais pourra s'appuyer sur un palmarès exceptionnel qu'il détient depuis 2014. 9 victoires par KO, 9 victoires au premier round. Une ascension fulgurante pour l'enfant de Battier dans l'ouest Cameroun, qui n'a pas connu des débuts faciles. Il a dû s'exiler en Europe en 2013 pour vivre sa passion dans la discipline sportive qu'il a choisie. Une discipline qui, en Afrique, tapisse encore dans l'ombre des sports comme le football ou même le basketball. Pourtant, la MMA et l'UFC sont une forme de combat full contact la plus partagée dans la planète aujourd'hui, allant même jusqu'à dépasser la boxe en tant que sport de combat. Les combats des arts martiaux mixtes, désormais très médiatisés, attirent de plus en plus de sponsors,
de grandes marques comme Coca-Cola, Reebok et bien d'autres. L'Ultimate Fighting Championships est surtout connu comme une organisation qui dépense beaucoup d'argent pour les combattants. Le meilleur exemple est celui de Conor McGregor, le lutteur irlandais qui a eu le privilège de signer un contrat de 100 millions de dollars pour défier l'Américain Mayweather, faisant de lui l'un des sportifs les mieux payés au monde, ceci sans compter ce qu'il gagne avec les sponsors. Il est donc clair que si Ngannou continue de briller ainsi dans cette discipline à l'international, plus qu'une marque, le Camerounais pourrait bien être vecteur de l'essor des MMA en Afrique. Déjà, lors du shooting d'avant-combat remporté dimanche face à Velasquez, The Predator arborait fièrement la tenue traditionnelle des Grassfield. Et quand est venu le moment de justifier ce choix vestimentaire, voici sa réponse. Just want to take off my African side today. Just want to show that up a little bit. J'ai simplement eu envie de montrer mon côté africain aujourd'hui. Donc je suis habillé en tissu traditionnel africain et je pense pourquoi pas susciter l'admiration des États-Unis pour l'Afrique en voyant ceci sur moi et qu'ils voient tout ce qu'il y a bien du sang africain ici. Un clin d'œil donc à la culture camerounaise et pourquoi pas un appel au sponsoring des marques locales. Alors, Francis Ngannou, une voie de développement pour la discipline de la Mixed Martial Art en Afrique. Il faut rappeler que le Camerounais signe donc un retour en puissance en MMA dimanche la semaine dernière, en Ultimate Fighting Championship. Il a battu en un temps record, seulement 26 secondes, son adversaire Cain Velasquez. Alors, aujourd'hui, la question est de se poser, est-ce que cette performance de Francis Ngannou est l'opportunité pour les fighting sports, les sports de combat, de pouvoir se développer en Afrique et notamment au Cameroun. Je commence par le monsieur MMA de ce plateau, Narcisse. Alors, est-ce que la performance de Francis sera une opportunité idoine et claire pour pouvoir permettre véritablement le développement de la Mixed Martial Art en Afrique? Oui, voilà, Franck, merci pour cette question. Le MMA, déjà pour moi, c'est une passion. Mais je vais restituer quelque chose. Il faut dire que je ne suis pas le chef de la cellule de communication du MMA, tu fais partie de la cellule de communication. Oui. La Ligue a beaucoup de journalistes. Oui, j'en fais partie simplement. La Ligue du MMA a son bureau. En matière de communication, il y a le grand frère Alex Lembe qui travaille avec la Ligue. Avant même que moi je n'y arrive, il y a des confrères comme Guy Bertrand Boumi et bien d'autres. Mais voilà, pour revenir à ta question, la victoire de Francis Ngannou, non, c'est juste un point de plus, oui, et qui va vers la confirmation parce que en réalité, le MMA Cameroun, vraiment, quand on dit que le Cameroun est un pays béni des dieux du sport, le MMA Cameroun compte beaucoup d'ambassadeurs. Tout à fait. Oui, ils sont nombreux. Je peux citer entre autres Alfred Aimé, qui est en Afrique du Sud. Ouais. Il y a Alain Galani, qui est du côté du One Champion, qui est également une autre branche du MMA. Ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux. On parlera peut-être de lui tout à l'heure. Il y a également le jeune Cédric Doumbé qui monte en puissance. Voilà. Ils sont nombreux. Et sur le plan national, on a des jeunes combattants qui montent, comme je vais citer par exemple Bikim. Ouais. Il y a Bikim qui est là. Il y a Bikim. En tout cas, je vais vous donner les noms progressivement. Ils sont tellement nombreux que les noms se bousculent dans ma tête. Donc le MMA, actuellement, le Cameroun est classé. Je crois, nous sommes 10e ou 11e au top ranking mondial du MMA. Grâce à Francis Ngannou. À tous ces gars, ils sont nombreux. Oui, tout à fait. Par exemple, en mai 2017, la Ligue nationale du MMA Cameroun
qui pour l'instant est encore inféodé dans la FECACOUDA, à savoir la Fédération camerounaise du Kung Fu, du Wushu et des disciplines affinitaires, la Ligue nationale du MMA, dont la procédure de passation à fédération est en cours en ce moment même au ministère des Sports, parce que la Ligue est déjà représentée dans les 10 régions du Cameroun, et elle compte pour l'instant 14 clubs. Oui, la Ligue nationale du MMA compte 14 clubs avec 383 pratiquants, ce qui n'est pas rien, est représenté. 383 licenciés. Licenciés, voilà. Super. 383 licenciés. Parce qu'il y a des pratiquants qui ne sont pas Oui, licenciés. qui ne sont pas licenciés. Merci, voilà. Tout à fait. Merci pour la précision. 383 licenciés et représentés dans les 10 régions avec 14 clubs qui forment. Et la résultante est que en mai 2017, la Ligue nationale du MMA Cameroun a participé au championnat d'Afrique amateur en Afrique du Sud et on en est sorti vice-champion d'Afrique avec 8 médailles, 2 en or, 5 en argent et 1 médaille en bronze. Donc c'est à partir de là. Et puis la Ligue nationale a bénéficié des félicitations de l'instance mondiale, du MMA mondial, qui a reconnu en le Cameroun le pays pionnier du MMA féminin en Afrique. Donc, parce que la Ligue nationale du MMA a également une branche féminine. Oui, la branche féminine. Et avec le temps, si vous permettrez, peut-être qu'on reviendra dessus. Tout à fait, on a tout notre temps, on va beaucoup parler MMA. Il faut juste un élément, Tatou. On a pu le voir justement dans son reportage signé de Yolène Etouké, notre consoeur, qui fête son anniversaire. Et donc, justement, il y a un élément qui m'a marqué, c'est que lors de la pesée, justement, et donc du shooting d'avant-combat, Francis Ngannou a arboré une tenue purement traditionnelle de l'ouest du Cameroun. Est-ce que cela peut avoir un impact marketing en vue justement de valoriser davantage l'image du Cameroun et du continent africain? Je pense que je tiens à préciser que c'est très important pour nous Africains de voir les ambassadeurs de l'Afrique, quelle que soit la discipline, présenter les couleurs de l'Afrique au monde. Parce qu'aujourd'hui, Francis est habillé en tenue traditionnelle de la zone des Grassfields. C'est assez important. C'est-à-dire qu'on s'identifie directement à l'Africain et ça force à la limite les Africains à suivre cet élément. Parce qu'il faut dire aussi en stratégie de communication et de marketing, c'est très important. C'est un geste qui peut paraître banal pour beaucoup, mais c'est très important. The African guy. Et il faut reconnaître, c'est quand même le prédateur. The Predator. C'est le prédateur. Et tu vois, je ne pense pas, il a dit, I got something for y'all. Ça veut dire, j'ai des surprises pour vous. I got surprises for y'all. J'ai des surprises pour vous. Et je ne suis pas sûr que certaines personnes soient prêtes à affronter un prédateur africain. Bon, maintenant, pour revenir à ta question, Franck, il est très important que nos athlètes qui représentent l'Afrique s'habillent aux couleurs de l'Afrique. Ça permet en sorte que on sache, même dans la mêlée, sans qu'on ait dit à XYZ qu'il est africain, qu'on sente que, attends, ce gars, il sort d'où? Mais je vais seulement le Google pour savoir, après je découvre c'est africain. Donc tu vois, symboliquement, ça marque les esprits en fait. Donc, vas-y. Simplement pour dire que, est-ce que cela, justement, peut avoir un impact marketing? Déjà, je vais essayer de me positionner aussi en chercheur d'affaires. Donc j'aimerais bien, Francis, si tu me suis, j'aimerais bien gérer ton image aussi au Cameroun. Et pourquoi pas en Afrique? Parce qu'il est important de dire que si Francis Ngannou fait des combats et que ces combats s'arrêtent au niveau des médias européens, américains et autres, tout ça là, en Afrique, on ne va pas ressentir la portée
de ce qu'il fait en fait. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un Francis Ngannou va combattre, il se souvient de son bâtiment natal. Et j'ai souvenance qu'il y a l'année dernière, il a construit tout un gymnase dans sa région natale. Oui, à Batié. Cela a été inauguré en janvier, début janvier. Voilà, donc vous comprenez que quand il arrive là-bas, il combat, il essaye de montrer la voie aux jeunes Africains en général, aux Camerounais en particulier, que si moi, Francis Ngannou, petit enfant de Batié, je suis arrivé à ce niveau, c'est qu'il est possible que d'autres personnes fassent pareil. Ouais, et c'est pour ça que les Samuel Eto'o et autres ont créé les fondations et autres, tout ça. C'est aussi pour lui un moyen de dire, je tends le bras, je lance la perche pour que d'autres personnes puissent s'agripper dessus. Et c'est pourquoi c'est important qu'après des combats comme celui-là, qu'ils puissent revenir au Cameroun, ou alors qu'une équipe de communication, de marketing se mette autour pour pouvoir valoriser ce qu'il fait en fait. Parce qu'aujourd'hui, si je prends un exemple, si Vincent Aboubakar nous met un quadruplé contre le FC Barcelone, tous les journaux camerounais parleront de ça. C'est vrai, on n'a pas pu. Mais je crois qu'on est peut-être la seule émission à avoir fait. Malheureusement, Francis Ngannou gagne qui? Ken Velasquez, ancien champion du monde, ancien champion de l'UFC. Tout à fait. C'est une terreur. Oui. C'est une terreur. Et il l'a reconnu. Il a dit sur ESPN, j'ai suivi, il a dit que Francis Ngannou est, ça voulait venir en anglais, mais est l'un des adversaires que les adversaires les plus craints. Et quand je combattais Francis Ngannou, déjà de voir sa posture sur le ring, dans l'octogone, j'ai eu peur. Il a dit, he's a fierce fighter. Pour dire en français, il fait peur en fait. Il inspire la peur. Le plus craint de sa carrière. Tu vois un peu, donc le plus craint de sa carrière. Donc, imaginez que Ken dise ça d'un Africain. Mais il faut qu'on arrive à capitaliser dessus. Et justement, Narcisse, dis-moi, quand on voit quand même aujourd'hui les stars montantes de la MMA, de l'UFC, on se rend quand même compte que la plupart sont d'origine africaine. Et ce qu'on ne dit pas, parce qu'on est dans une émission de sport bis, c'est que nous on parle beaucoup d'argent, c'est que ces sportifs gagnent énormément d'argent. Le dernier combat justement entre Floyd Mayweather et McGregor, qui est donc le champion du monde actuel, et attention, le garçon a reçu 100 millions de dollars, ce qui fait 50 milliards de francs CFA. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'en Afrique, ça coince? C'est-à-dire que tant au niveau de l'encouragement, des infrastructures, et même très peu justement à l'image par exemple de Francis, rentre souvent pour encourager, pour motiver également les jeunes fighters sur le continent. Qu'est-ce qui coince? Oui, en fait c'est déjà une politique de sport. Il n'y a pas une véritable politique de sport qui est mise sur pied pour accompagner les athlètes. Je vous parlais tout à l'heure des phénomènes que la Ligue nationale du MMA Cameroun a actuellement. Il y a par exemple Essoe Franklin. Essoe Franklin, c'est alias John Bilika. C'est une véritable machine sur un ring. Je vous assure qu'il n'a rien à envier à John McConnor. Sauf que on ne vend pas suffisamment nos athlètes. Et comment alors? Comment est-ce que au niveau de la Ligue, voilà. Qu'est-ce qui est prévu en fait à cette Oui, la Ligue travaille beaucoup. La Ligue travaille beaucoup et les résultats ne vont pas tarder à se faire ressentir. Je vous ai dit tout à l'heure que la Ligue compte 383 licenciés. Tout à fait. Et ça, c'est en quelques 5 ans. Parce que ça fait maximum 5 ans que le MMA et vraiment la Ligue existe au Cameroun. Donc, son président, le très dynamique Guy Bertrand Olomo, avec toute son équipe, Maître Mboussi Pekna, il y a Alfred, il y a Daniel Mbololu qui sont nombreux, son équipe vraiment, ils sont en train de travailler énormément. Et figurez-vous que au jour d'aujourd'hui, cette ligue avec tous ses licenciés vit
juste des frais de paiement de licence et des efforts fournis par le président qui essaye de faire entrer quelques fonds ça et là. La Ligue n'a pas encore de partenaire, de sponsor. Pourtant, c'est aujourd'hui le MMA le sport qui a le plus de sponsors. Je pense que c'est l'occasion pour Tattoo Vibes, Encore Sport, Six Sports, de dire à la Ligue de MMA que nous, on existe. Nous avons spécialisé dans le marketing, le management sportif. Nous existons et nous voulons vous accompagner. C'est ça, c'est très important. Et justement, tout à fait, Tato. On reste dans le sujet. Et Franck, c'est justement Tato m'a juste arraché. Il m'a arraché la surprise que je voulais faire au président Guy Bertrand Olomo, à savoir que Tattoo Vibe, c'est une agence qui fait dans le marketing, justement l'accompagnement et je le disais, des sportifs et des fédérations. Il vient des États-Unis qui organisent des événements. Voilà. Parce que il faut peut-être un match. Voilà. Pourquoi pas imaginer un match de Francis ici. Nous, je suis en train de cogiter. Ouais, ici au Palais des Sports ou pourquoi pas au Stade Omnisport. Mais avant d'y arriver, justement, il y a le championnat national de MMA qui va être lancé d'ici le 30 mars du côté de l'école américaine de Buenapriso à Douala. À Douala, ouais. Voilà, je suis sûr que l'invitation que je vous adresse ici, le président et son équipe ne pourront pas faire le contraire parce que eux ne souhaitent justement que d'avoir des partenaires leur permettant de sortir vraiment de l'ornière. Justement, donc, alors nous, on va rester dans le Vibe et son agence. sans solliciter. Voilà. On est justement la plateforme des opportunités dans le domaine du sport business. Voilà. Alors, on reste dans le sujet, mais on va en France, si vous le voulez bien, on va aller à la rencontre d'un jeune garçon, il s'appelle Cédric Ndoumbé. Alors, il faut dire que c'est un ancien champion, sinon un champion de kickboxing, qui participe aujourd'hui à des combats Ultimate Fighting Championship. Et, attention, il a lancé un défi à Conor McGregor, qui est donc le champion du monde UFC actuellement. Et il faut dire qu'il est d'origine camerounaise, il vit en France, et donc il a remporté justement je l'ai dit tout à l'heure, le championnat mondial de kickboxing, et c'était devant sa maman. Il partage avec nous son expérience, et on se prend juste après avec le concours de Ledoux à la technique. Souvenir inoubliable parce que c'est vraiment le combat. C'est le combat où j'étais vraiment très sceptique avant de monter dans le ring. Alors tous les autres adversaires, je me disais, mais non, mais je suis le meilleur, je peux pas perdre. Attends, mais t'as vu comment il boxe? Je boxe beaucoup mieux, donc je me motivais comme ça. Mais contre Nicky Holzken, la première fois, je me suis dit, wow, parce que c'est un boxeur que j'admire. Je me rappelle, dans cette immense salle en Allemagne, il y avait ma mère qui était là. Et donc le fait que je remporte cette ceinture de champion du monde qu'aucun Français n'a réussi à approcher même, aucun Français n'a eu une chance pour le titre. Le fait que ma mère soit là, elle qui ne voulait pas du tout entendre parler de boxe, le fait qu'elle soit là quand je deviens le champion du monde, c'était hyper touchant pour moi, c'est un souvenir que j'oublierai jamais et j'étais hyper fier de la rendre fière. Ça c'est la plus grosse récompense. Bon, il y a le chèque aussi, c'est une récompense. Mais ça c'est encore mieux que le chèque, c'est de voir sa mère fière et contente. Souvenir inoubliable. Et du coup c'est pour ça que je fais ce sport aussi, parce que j'ai envie qu'elle garde ce sourire à chaque fois, chaque combat, et qu'elle soit fière. C'était donc un entretien justement donné à nos confrères de RMC Sport par Cédric Ndoumbé, qui est donc un fighter UFC. Alors moi, la question que je veux me poser, parce qu'un talent comme Cédric, il se sent français.
dans la peau, dans l'âme, parce que c'est la France qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Quelle est la politique justement mise sur pied par la Ligue nationale de MMA du Cameroun en vue justement du rapatriement des talents aussi importants que celui qu'on vient de voir tout à l'heure? Oui, la Ligue travaille beaucoup. Déjà que l'équipe dirigeante de la Ligue, avec à sa tête le président Guy Bertrand Olomo, ils ont une politique, n'est-ce pas, de contact, de proximité avec tous les leaders, les ambassadeurs du MMA Cameroun à l'extérieur. C'est à cet effet que lorsque Francis Ngannou, par exemple, est venu inaugurer son complexe, sa salle de gym du côté de Batié. D'ailleurs, la première salle de gym où on pratique du MMA avec du matériel professionnel adapté, adéquat, c'est bien celui de Francis Ngannou du côté de Batié. Le président Guy Bertrand Olomo a été personnellement convié là-bas, il y était. Et puis, lors du CFC, le Cameroun Fighting Championship, qui est une sorte de play-off des meilleurs combattants du MMA camerounais sur place, ça s'est tenu au complexe BEAC, c'était en décembre 2018. Oui, 2018. Il y avait déjà parmi les accompagnateurs, il y avait Alain Galani, The Panther Black, c'est son sobriquet. Lui, il est du côté du Japon, où il a une salle de gym, Impact, je crois, quelque chose comme ça. Lui également, un des grands champions, puisque l'année 2018, Alain Galani a reçu le prix du meilleur knockout, le meilleur KO en MMA. Eh bien, c'est un KO qui est arrivé avant, je crois, avant les 26 secondes de Francis Ngannou l'autre jour. Donc, c'est comme ça. Tous ces champions-là sont en contact avec la Ligue nationale du MMA Cameroun. Voilà pourquoi, lors d'une cérémonie comme le Cameroun Fighting Championship au complexe BEAC, Alain Galani devait être là personnellement, sauf qu'au dernier moment, il a eu un empêchement, mais il a quand même accompagné la Ligue nationale à sa façon. Donc c'est à travers, tu vois, une telle politique, en attendant que le ministère des Sports camerounais donne à la Ligue le statut de fédération nationale, afin qu'elle puisse avoir les mains encore plus libres. Non pas pour dire que, voilà, au niveau de la FECACOUDA, ils ne sont pas libres, non. Le président de la FECACOUDA, justement, les accompagne très bien. D'ailleurs, le jour où la National Ligue MMA Cameroun était reçue par l'ancien ministre des Sports, Ismaël Pierre Bidounkpat, le président de la FECACOUDA avait tenu un discours qui avait ému même le ministre des Sports en question. Il ne tarissait plus de loges pour les combattants du MMA, donc vous comprenez. Mais quand ils seront passés en fédération, ils auront une plus grande autonomie. Tout à fait. Et je crois que ça donnera plus de visibilité. Mais qu'à cela ne tienne, l'instance fêtière mondiale du MMA eh bien, est en contact avec le président de la Ligue, Guy Bertrand Olomo, avec qui il communique régulièrement. Ils savent que le Cameroun est là, ils savent qu'on produit beaucoup de champions. D'ailleurs, ils en savent déjà beaucoup. Avec justement les talents. Au top ranking mondial de fin 2018, le Cameroun est passé 11e au classement mondial. Et c'est un classement qui s'améliore chaque jour au fur et à mesure que les combattants camerounais réalisent des exploits à l'extérieur. Et puis, il y a les championnats d'Afrique qui sont à venir. Et à cet effet, la Ligue a produit un calendrier qui s'étend sur toute l'année 2018, pas comme dans certaines fédérations, on ne sait jamais quand la saison se termine. On va pas le faire. Alors, moi, ce que Tatou, vraiment, on va ressortir de ce sujet par les perspectives. Quelles sont les perspectives managériales et marketing qui peuvent justement être mises en jeu pour que l'Ultimate Fighting Championship devienne
devienne également une religion, comme c'est déjà le cas aux États-Unis d'où tu viens. Vraiment, excuse-moi Tatou, je vais préciser un fait. Il y a un lapsus tout à l'heure. On a d'abord laissé passer, mais il faut qu'on restitue les téléspectateurs de HTV ne doivent pas penser que nous on n'est pas informés sur la question. D'ailleurs, tu le sais, Conor McGregor. Oui, c'est vrai, il n'est plus champion du monde, c'est vrai. Oui, parce qu'il y a Khabib, il y a Khabib Nurmagomedov qui l'a battu, le Russe. Et au sorti de ce combat, il y a eu un scandale parce que les deux se sont emportés et puis les deux sont suspendus avec de très fortes amendes. Et justement, et pour ce combat-là, l'UFC leur a infligé. Donc, justement, c'est pour ce combat contre Khabib justement que Conor McGregor s'en est sorti avec la bagatelle de 100 millions de dollars quand même. En termes de retombées médias et de sponsoring, c'est énorme. Donc il faut dire quand même. Et il avait déjà perçu la même chose face à Floyd Mayweather. Également. Et voilà. vous comprenez. Floyd the Money. Oui, Floyd the Money Mayweather, qui lui en fait à la base est un making machine. Qui lui à la base est un boxeur. Pretty boy et tout ça. Et voilà, justement, lui qui à la base est un boxeur classique, c'est-à-dire qui fait de la boxe anglaise, mais qui s'est également reconverti dans le MMA. Et ça, ce ne serait peut-être pas là l'argument marketing pour dire aux boxeurs, aux pratiquants de taekwondo, aux pratiquants de multiples disciplines, de dire, bah, voici la plateforme, venez combattre et nous on vend derrière le produit marketing. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le MMA, c'est comme ça se dit le nom, hein, Mixed Martial Art. Ouais. Donc ça veut dire que vous pouvez être licencié ou pratiquant de n'importe quel sport, dans tout ce qui est art martial, et vous venez pratiquer le MMA quand il y a une compétition. Et c'est peut-être pour ça que le MMA a détrôné de très loin la boxe. Oui, bien sûr. Mais il faut dire que si aujourd'hui les Cédric Doumbé se sentent français, ou alors Francis Ngannou, parce que on se souvient qu'il y a eu des combats où il est arrivé avec le drapeau de la France. Français, et aujourd'hui, vous avez vu par rapport à Phoenix, c'était une dame, je pense, qui est venue lui remettre le drapeau camerounais après son combat. Donc c'est tout un symbole. C'est un symbole. Donc maintenant, il faut dire que ces gens généralement représentent des couleurs des pays d'adoption, parce que c'est dans ces couleurs, dans ces pays-là, qu'ils ont la chance de s'exprimer. Il y a un mécanisme d'accompagnement. Et je pense, ici j'interpelle aussi la Ligue des MMA, la fédération, les instances sportives et tout. Tout à fait. Il faudrait qu'on mette sur pied des mécanismes d'accompagnement. Tout à fait. C'est-à-dire, on parle d'infrastructures. Il faut des infrastructures. Oui, parce qu'actuellement, on n'a que peut-être le camp de l'unité et peut-être le complexe BA. Encore que ce ne sont pas des arènes standards internationaux. Voilà. Il n'y a pas d'octogone. Il n'y a pas d'octogone. Donc, le complexe de Francis Ngannou. C'est le seul complexe au Cameroun aujourd'hui où il y a un octogone. On combat sur le tatami. Et puis, ça respecte pas les normes. Oui, et si aujourd'hui il y a une compétition de MMA, on va se en train de construire un octogone amovible. Voilà, parce qu'il n'y a pas de salle appropriée pour ça. Il faut dire aussi qu'aux États-Unis, quand il y a un très grand combat, on construit, c'est pas un problème. Mais ce qu'on demande aujourd'hui, c'est les salles d'entraînement. Tout à fait, pour que les enfants aux normes de l'art, parce que si on va s'entraîner sur un terrain de foot et qu'on vient faire du MMA après, c'est compliqué. Donc maintenant, au niveau des perspectives, je pense que il faudrait au départ communiquer sur les performances des leaders c'est vrai. Du MMA. Parce que il faudrait que les jeunes aujourd'hui comprennent que si on participe à une compétition de MMA, on peut changer la vie. Tout à fait. Et je vais préciser un truc. Si vous vous en souvenez, quand on était à une certaine époque, nos parents nous interdisaient de jouer au football. Et aujourd'hui, et je crois que et justement, c'est ce que disait tout à l'heure Cédric Doumbé dans son reportage, où il dit ça même n'aimait pas. Nos parents nous interdisaient de jouer au football. Il a fallu que les Lions indomptables aillent gagner Sydney 2000. Et qu'on commence à avoir les contrats records des Samuel Eto'o,
attention, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Et c'est là où on a eu cette naissance de pas mal d'écoles de football, de clubs de football. Ce sont les parents qui achetaient les goodies pour leurs enfants parce qu'ils voulaient en faire des futurs Samuel Eto'o. Mais à l'époque, quand les parents jouaient au football, les enfants jouaient au football, c'était les ratés. Ouais. Donc je pense aujourd'hui qu'il faudrait qu'on communique. Ouais. Comme naturellement le football, il y a eu une communication de football et après les espoirs de 98, 2000, 2002. Ouais. Il faudrait qu'on communique assez dessus pour qu'aujourd'hui les parents se sentent un peu pas dans l'obligation, mais se sentent dans le devoir de le faire, d'accompagner les enfants et aujourd'hui les jeunes aussi à s'intéresser au MMA. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le focus et on se prend juste après. I looked up at the stars and I visited my father's grave, and it connected you to your past, and it connected you to the stories of those who came before you that then fortified you for the future. This is a great program. They've been doing it for 15 years here already. I just think there's so much potential here in this continent. We're getting the best out of it, man. It's been fun to watch. Such an honor to have two great leaders here. Let me just say to the young folks here from Rwanda, it's an honor to be here in Kigali. It's my first time in Rwanda. It's a beautiful country you have here. And let me just say, take advantage of this opportunity. You've got to invest a lot of your time and energy, and those who work hard put a lot of hours into it and a lot of thinking into it. Passion, actually being giants. This development is not confined to just basketball. 1, 2, 3, 4. This is my team back here, isn't it? I like this game. I hope you know through sport that if you put in effort, you will be rewarded. I hope you learn through sport what it means to play as a team. And that even if you are the best player, your job is not just to show off, but your job is to make your teammates better. Alors, vous avez pu le voir justement dans cet élément de nos confrères de KHU Airport Project. Eh bien, il faut dire que Barack Obama vient donc d'inciter un partenariat entre la Fédération internationale de basketball à travers sa branche Afrique et bien évidemment la NBA en vue du lancement d'un championnat dès 2020 de la toute première ligue panafricaine professionnelle de basketball. Alors ça, c'est un élément sur lequel on ne pouvait ne pas s'arrêter parce que justement dans une émission précédente, on parlait déjà de l'impact du basketball dans le développement même du sport et surtout de l'apport de la NBA Africa dans le but de pouvoir développer le sport en Afrique. Et aujourd'hui, on le voit très bien, la NBA et la FIBA se sont donc mis d'accord pour lancer donc ce championnat. Et moi, ce que je veux savoir, Tatou, que peut avoir justement cette initiative est-ce qu'on peut considérer cette initiative comme une révolution marketing justement dans l'histoire du basketball africain? La parole est à toi, Tatou, tu peux... tu la prends comme tu veux. En réalité, je pense que c'est un process. Ouais. Non, vas-y, on est une émission bilingue. Le nom de l'émission, c'est Sport Business Squad. En fait, quand je parle de process, je pense exactement à Joël. C'est malheureusement fait mal. Et puis,
J'espère qu'il revient, tu reviens très bientôt sur le plancher, Frangin. On parlera même de lui tout à l'heure. Voilà. Je pense que c'est un process qui est en train de suivre son cours. Aujourd'hui, il y a quelques années, la NBA a décidé de lancer les matchs de NBA en Afrique, avec les ressortissants africains qui jouent en NBA. Donc aujourd'hui, il y a la NBA la Junior NBA. Oui, il y a la Junior NBA. Il y a le programme Rwanda, programme Sénégal. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est que normal si on arrive aujourd'hui à lancer une ligue calquée sur le... Parce qu'il faut aussi dire, il y a des ligues qui existent en Afrique. Je me souviens, à une période, il y a une ligue qui a été lancée par des Africains où il fallait jouer des matchs internationaux entre clubs et autres et tout ça là, mais ça n'a pas prospéré. Et aujourd'hui, je pense que s'il y a une ligue qui est calquée sur le format de la NBA, on parle de 13 franchises. Voilà, et que on a des spécialistes en matière de la FBA, peut-être de la FIBA, qui viennent accompagner ceux qui seront sur le continent pour pouvoir développer cette ligue-là. Franchement, c'est très bien. Au niveau marketing aussi, c'est la résultante de ce que nos confrères, enfin nos frères qui jouent en NBA aujourd'hui apportent sur le terrain. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai eu la chance de travailler avec certains, comme Bixma Biyombo par exemple, Sergi Baraka. Et l'idée derrière, c'était toujours... On va rentrer en Afrique, on va créer des camps, on va développer les camps en Afrique pour que les basketteurs africains puissent, pour qu'on ait plus de basketteurs africains NBA. Aujourd'hui, malheureusement, si je vais pas tirer sur quelqu'un, mais si les Hakeem Olajuwon, Dikembe Mutombo avaient été autant impliqués à leur époque, on aurait beaucoup plus de basketteurs aujourd'hui africains en NBA. Et Guavon. Oui, donc mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est la résultante de ce que les autres ont fait, Big Joe, Big Baramouté, Deng au Sénégal, au Soudan. Siakam. Donc c'est un peu, pardon, Deng au Soudan. C'est un peu ce qui est important de relever ici, c'est que on a des basketteurs aujourd'hui qui pensent qu'il faudrait que, c'est comme parler de Francis Ngannou, tendre la perche aux jeunes, pour que demain, après eux, qu'il y ait d'autres personnes en NBA pour prendre la relève. Et moi, aujourd'hui, quand même, il faut dire que cette initiative porte l'estampille d'un nom qu'on connaît, un prix Nobel de la paix mondial, il s'appelle Barack Obama, et donc il a été... Qui est africain. Qui est africain d'origine. Si vous avez vu le reportage tout à l'heure, il le dit très bien. Moi, mes parents sont d'origine africaine, et ce n'était que normal pour moi de m'impliquer. Et qui est très bon basketteur aussi. Qui est un très bon basketteur, tout comme le président Kagame, qu'on a vraiment vu à l'image. Et donc, quelle peut être justement cette relation-là, l'essor de cette relation entre Barack Obama, la NBA, la FIBA, qu'est-ce que cela peut justement augurer pour le développement du basketball en Afrique? Oui, beaucoup de choses, Franck. Tout à l'heure, je vais revenir sur une image que Tato a pris tout à l'heure. Là, il a parlé de la tenue traditionnelle que Ngannou a arborée. C'est-à-dire que vous et moi, on peut porter la même tenue, que ça n'aurait pas le même impact. Bien sûr. Bien sûr. Un monsieur qui est en passe d'arracher sa ceinture à Daniel Cormier. Donc, vous voyez, il y a l'image de marque. Il y a des personnalités dont l'image seule fait office de caution. Et quand des jeunes vont voir un monsieur comme Barack Obama s'impliquer dans un tel projet, ça va être un booster pour beaucoup de jeunes. On se souvient, lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême aux États-Unis, les Africains aux quatre coins de la planète étaient en liesse populaire totale. Les gens jubilant, dansaient, on disait enfin un Africain président de la première puissance mondiale. On voit aujourd'hui les retombées quand même. Voilà. Parce qu'il faut dire que comme le disait tout à l'heure Tatou, la NBA a essayé. Mais là, beaucoup de gens sont en train de se demander est-ce qu'ils peuvent, parce qu'il faut dire que la NBA fonctionne sur un système de franchise. C'est-à-dire c'est pas comme chez nous en Afrique où il y a les premières et les deuxièmes divisions. Ce sont des franchises. Voilà, on ne monte pas, on ne descend pas. C'est 13 équipes qui doivent respecter drastiquement le cahier de charge établi par la NBA. Et si vous ne pouvez pas, vous vendez le club simplement à une personne qui peut le faire. Est-ce qu'on peut le respecter? Est-ce qu'on peut respecter ce système-là en Afrique aujourd'hui? Et je vais te surprendre, Franck. Pour moi,
c'est même la méthode que je suggère qu'on intègre au football. J'avoue, cela est venu de très loin. C'est-à-dire que on se retrouverait... C'est pour se dire de Franck, il y a quelques émissions en arrière. Oui, c'est-à-dire on se retrouverait avec une sorte de championnat VIP. Oui, professionnel, d'élite. Oui, professionnel. Ouais. On dit, pour faire partie de l'élite one, il faudrait avoir, par exemple, un budget de, supposons, 500 millions. Par exemple, c'est-à-dire, je suis modeste. Alors, vous les avez, vous déposez dans un compte que la Ligue va gérer ensemble avec vous. Ouais. C'est-à-dire que le mois où vous êtes tenté d'aller investir ailleurs et de léser vos joueurs, la Ligue est là, qui est co-gestionnaire de ce compte-là. Oui, tout à fait. Je vous assure que ça va marcher. On se plaint de ce que notre championnat n'a pas de financement. N'est pas attrayant. C'est pourquoi, parce que dès qu'un petit talent se démarque, il est vendu ailleurs. La même chose au basketball. Tout le monde, et justement, tous les jeunes veulent aller à NBA. Et la création, comme et la création de ces projets avec projet Sénégal, Rwanda. Justement, les responsables de la NBA disaient que cela devait permettre aux talents africains d'évoluer d'abord sur leur continent. Tout à fait. Et de ne pas être tentés à chaque fois de s'expatrier. S'expatrier, tout à fait. Et enfin là, nous verrons devant nos propres yeux nos frères, nos enfants et il paraît que les basketteurs de ce championnat-là pourront être draftés. Voilà, bien sûr. Ils pourront aller jouer en NBA. Mais ils auront atteint un certain niveau de talent, une certaine maturité sur place avant de s'expatrier. Et il faut dire que justement, on a des Joel Embiid, tout à fait, Joel Embiid qui ont été détectés par le Mbamoutekam. Vous voyez, et c'est quand il va aux États-Unis, on le voit faire des miracles. On dit, tiens, comment un tel talent a pu sortir de chez nous? Or, s'il était resté quelques années, on aurait pu voir de quoi il était capable avant même que celui-ci ne parlons justement de Joel Embiid. Un mot sur les All-Stars Games qui se sont achevés cette semaine avec une brillante participation des Africains, une victoire du Guinéen Amidou Diallo au concours de slam dunk et une défaite malheureusement pour Embiid avec sa team Giannis ponctuée justement par 10 points, 12 rebonds. Et les Camerounais, les Africains de manière globale se sont très très bien illustrés justement lors de ces All-Stars NBA. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement penser à un All-Stars NBA Cameroun, tout comme peut-être c'est clair avec... il faut rappeler, je n'ai pas donné le nom du championnat que va lancer la NBA et la FIBA. Il va s'appeler BAL, Basketball African League. Et donc justement, est-ce qu'on ne pourrait pas espérer un All-Stars, étant donné les enjeux marketing d'un tel événement justement pour la NBA aux États-Unis? Un All-Star Game Basketball Cameroun. Pourquoi pas? Organisé par la Ligue nationale. On n'a pas encore de Ligue nationale de basketball, mais au moins la Fédération camerounaise de basketball. Je pense que si mes souvenirs sont exacts, il y a des... je ne sais pas qui en était le promoteur, je ne sais pas si c'était la Fédération ou des particuliers qui ont lancé il y a quelques mois le All-Star Game Basketball au Cameroun. Je pense qu'il y a eu des invités, des basketteurs camerounais qui jouent à l'étranger, qui étaient invités, je ne sais pas s'ils sont venus, je n'ai pas suivi l'actualité finalement, mais je pense que c'est possible peut-être sous l'égide de la Fédération camerounaise de basketball, d'inviter, d'organiser un match de gala, d'organiser des trucs, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre derrière, et c'est ce qui est malheureux, c'est qu'on n'arrive pas à communiquer assez sur les exploits, sur ce que les autres arrivent à faire. Je vous dis une vérité, on nous a cassé le cerveau je n'ai rien à reprocher à Christian Bassogogwa, son manager, qui est un ami personnel. J'ai rien à leur reprocher, mais on nous a fatigué les ménages au Cameroun avec le salaire de Bassogog. Ouais, tout à fait. Mais est-ce que vous réalisez que Joel Embiid touche plus loin que... Non, mais bien au-delà. Bien au-delà de ces gars. Je crois qu'on a fait un classement lors de la dernière émission. Si on arrive à dire aux Camerounais, à communiquer assez sur le salaire de Joel Embiid, il y aura beaucoup de personnes qui milliards de francs CFA. Beaucoup de parents même qui ne visionnent pas encore
alors qu'ils ne comprennent pas encore pourquoi leur enfant va jouer au basket. Pourquoi est-ce que tu fais ça alors de jouer au football? Ben, ils comprendront que non, attention, il y a des possibilités. Et il faut dire que par rapport au football, le basketball, c'est particulier. Qu'il faudrait avoir une base éducative pour jouer au basket. Ah ouais, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire, je dis souvent à mes enfants, neveux, nièces et autres, tout ça là, parce que moi j'appelle tout le monde mes enfants. Il dit à mes jeunes frères, enfants, membres de famille et tout, que si vous voulez jouer au basket, le basket n'est pas fait, 1, pour les sales, 2, pour les idiots, parce que vous n'irez nulle part. Tout à fait. Parce que tous, il faut rappeler que tous sortent justement des universités, sont draftés à partir de ils sont quelques rares comme les Kobe Bryant, comme les LeBron James, qui ont été draftés au lycée. Parce que ça c'est vraiment la crème de la crème. Donc, mais généralement, les basketteurs sont draftés à l'université. Et je pense que même les basketteurs africains qui seront draftés, quand même, devraient quand même appartenir à des je pense que, et d'où l'importance de développer les championnats intercollèges, les championnats universitaires. Vote contre la retraite. Voilà. Et je pense ici que c'est aussi à nous, on pourra développer l'idée, mais je viens de penser à un truc très important. Il faudrait peut-être que Omco Sport, Six Sports, Tattoo Vibes, Tara Sport, je ne sais pas trop quoi, s'associent pour pendant les vacances, qu'on puisse développer un championnat lycée, inter-collège. Mais même on peut commencer par une ville. On invite une dizaine, une vingtaine de lycées, de collèges. On dit parrainez vos élèves et autres, tout ça. Animons un peu les vacances. Il le faut. Parce que c'est souvent aussi compliqué. Et puis après, s'il y a cette animation, parce que vous allez voir aux États-Unis, il y a les tournois, les camps Michael Jordan, où tous les lycéens, les meilleurs du pays se retrouvent. Vous allez dans un camp, vous voyez 1800 enfants. Ils viennent de partout des États-Unis. C'est dans ces camps qu'on découvre les LeBron James, dans ces camps qu'on découvre les Kobe Bryant, dans ces camps qu'on découvre les comment tu appelles, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Les Stephen Curry. C'est dans ces camps-là qu'on les découvre. Vous voyez, c'est dans ces camps-là que les universités viennent dire attention. Le gars est dans quel lycée? Il joue au lycée de Mimouman. Moi, je le veux dans mon université. Et si on arrive à développer ce système-là, ça va permettre que les bourses académiques seront vraiment appréciées. Tout à fait. Parce que si je vous prends l'exemple, si l'université catholique, qui est l'une des meilleures au Cameroun, décide d'avoir un programme scholarship, basketball scholarship, chez lui, et qu'ils aillent voir un enfant qui vient du lycée de Ngoulmakon, non, un peu plus loin, du lycée de Betaroya. Mais parce qu'il est un bon basketteur. On lui donne la bourse. On lui donne la bourse pour qu'il vienne, parce que l'idée derrière le basket, vous allez voir aujourd'hui la promotion des LUC. Il y a eu des gars comme Alfred Aboya. Il y a eu pas mal de gars qui n'ont pas réussi à entrer en NBA, mais qui ont eu au moins des diplômes universitaires et aujourd'hui peuvent travailler quelque part. Travailler dans le management. Alors, on va partir dans la dernière rubrique de cette émission, la rubrique préférée de Raksha. Elle n'est pas là, pourquoi on doit la faire? On doit la faire. Pourquoi on doit la faire? Sinon on va pas payer mon salaire. Alors, on prend le quiz. Merci. On prend le quiz. Alors, la première question que je m'en vais vous poser, vous savez, Francis Ngannou a battu son record dernièrement. Quel était son précédent record en termes de KO? Quel était le précédent record de Francis Ngannou en termes de KO? Personne? Son précédent record était de 45 secondes. Voilà! Ça s'applaudit quand même. Le premier point sur le plateau, premier point. Batatou, tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte. Tu te fais battre. C'est un KO. Tu te fais battre. C'est un KO. Tu te fais. Il vient de la MMA, mon ami. Il vient de la MMA. Alors. Non, rien à voir. C'est juste un hasard. Alors, on sait que justement, à quand remonte, enfin, on va pas donner la date, mais quel est le dernier adversaire à avoir défait Francis Ngannou en UFC? Le nom de la dernière personne à avoir défait Ngannou en UFC?
On l'a pas, personne ne l'a. Le nom de la dernière personne à avoir défait Ngannou. Oui, voilà. Je vais le retrouver. Ce noir-là, c'était par décision d'arbitre, de l'arbitre. Bon, d'accord, on va avant la personne qui a défait Ngannou avant, c'est-à-dire avant dernière défaite de Ngannou. Oh non. Je sais pas. C'est Miocic. C'est Steve Miocic, champion du monde. Miocic, voilà. Ouais. On va ressortir quand même pas une question facile. Il faut bien que tu t'as tout rendu ici quand même avec un point. Il est né dans quelle ville? Mathieu. Voilà, ça s'applaudit quand même. Voilà. Et donc, c'est terminé avec ce quiz. Je suis Francis Ngannou. Les gars, un dernier mot pour penser véritablement le développement du management et du sport business en Afrique. Un dernier mot, Tatou. Oui, moi je pense que les opportunités se présentent à nous, parce que il y a pas mal de choses à faire sur le sport. Il y a pas mal de choses à faire sur les produits qui sont commercialisés en Afrique, parce que on parle de sportainment, de sport and entertainment. Tout à fait. Ça veut dire que le sport ne peut pas exister sans le divertissement. Sans le divertissement le sport ne peut pas exister sans le marketing. Le sport ne peut pas exister sans l'activation des produits. Donc ici, nous appelons les compagnies qui commercialisent des produits en Afrique, des compagnies qui produisent, qui exploitent le continent africain, à venir s'investir dans le sport, parce que c'est comme ça que d'autres personnes qui malheureusement ne sont pas allées aussi loin à l'école peuvent gagner leur vie. Donc, et nous sommes là aujourd'hui, agence de marketing sportif et de management sportif, à vous aider à trouver le bon endroit où investir votre argent pour le brand activation. Et moi, je vais aussi dire aux jeunes sportif aujourd'hui, c'est pas que le foot qui donne de l'argent. Tout à fait. C'est pas que le foot qui donne de l'argent. Au Cameroun aujourd'hui, il y a. Faut rappeler que les deux sportifs camerounais les mieux payés actuellement, un joue au football américain. Voilà, justement, j'allais arriver parce l'autre joue il y a une fédération camerounaise de football américain qui s'entraîne généralement à l'American School à l'EMIA. Il y a la Ligue des MMA aujourd'hui. Il y a la Fédération camerounaise de basketball. Et ces sports-là donnent beaucoup d'argent. Et il y en a plusieurs autres comme ça. Bien plus que le football. Donc, alors, allez-y, lancez-vous et vous pouvez changer vos vies. Un dernier mot, Narcisse, avant de oui, voilà. Pour la promotion du sport, moi, je pense que la Ligue nationale du MMA, par exemple, est sur la bonne lancée parce que en plus de ramener ses meilleurs ambassadeurs qui évoluent en One Championship, que ce soit du côté de l'UFC, il y a également ceux qui évoluent du côté de l'EFC, Extreme Fighting Championship, c'est la fédération sud-africaine de MMA. Et donc, en plus de les ramener déjà, la Ligue nationale a une politique de vulgarisation de ce sport-là avec un programme jeune qui va être intégré dans les programmes d'éducation sportive dans les établissements scolaires pour les plus jeunes. Donc, moi, je pense que c'est une bonne lancée déjà d'ici quelques décennies, peut-être une décennie, qui sait. Le sport, dans cette discipline-là, il y aura une nette évolution. Donc, ça devrait être un peu le cas dans d'autres disciplines. Et puis, dans des disciplines déjà établies comme le football, il faudrait juste qu'on ramène un peu de sérénité, un peu d'honnêteté dans la gestion et qu'on pense plus grand, qu'on pense avec plus d'ambition, qu'on ne se contente pas de ce qu'on voit là. Il faut qu'on regarde à côté de nous les petits pays qui hier nous prenaient en exemple, aujourd'hui évoluent. Tout à fait. Alors nous on va ressortir de ce programme. Merci déjà de nous avoir suivis, mais avant ça il faut rappeler qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de 2 membres de la team Sport Business Squad. C'est l'anniversaire de Bertrand Vandol, le correspondant permanent de Sport Business Squad dans le Maghreb. C'est également l'anniversaire de Yolène Etouké qui vous a servi justement ce grand dossier sur Francis Ngannou tout à l'heure. Et donc, on va leur souhaiter joyeux anniversaire. Je ne sais pas si Ledoux a prévu 2 ou 3 trucs pour nous là-bas, à la régie. C'est prévu, Ledoux? D'accord. Cette vidéo pour souhaiter joyeux anniversaire. Oui. Joyeux anniversaire, Yolène. Tu as rejoint dernièrement la team et tu t'imposes déjà. Et ça fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anniversaires justement dans la team. Donc, joyeux anniversaire à toi, Yolène. Et je souhaite que le Seigneur
te comble de grâce et également de sa gloire. Tu prends soin de toi et ciao, ciao. Yo, salut Bertrand, tu es le meilleur correspondant de Sport Business Squad pour le moment. Donc, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est que du bonheur. Bah, continue toujours à faire ton travail avec autant de professionnalisme. Et toute l'équipe de Sport Business Squad te souhaite joyeux anniversaire. Et voilà. Yolène, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Écoute ma grande, reste très belle comme t'es. Joyeux anniversaire à toi et... le gâteau. Allez, ciao, bisous. C'est ton anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, frangin, joyeux anniversaire et plein de bonnes choses. Je profite aussi pour te souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année 2019 et beaucoup de succès. Hein. Alors, Sport Business Squad, ça fait beaucoup d'anniversaires entre Franck Gislain, Justin Bertrand, Denis CRHK. T'as tous c'est le 27 novembre. Tenez-vous prêts. Ciao, frangin. Voilà, une fois de plus, joyeux anniversaire à Yolène et Touquet, joyeux anniversaire à Bertrand Vondon, notre correspondant permanent du côté du Maghreb, qu'on retrouvera avec plaisir la semaine prochaine. Une personne que vous retrouvez également la semaine prochaine, c'est Raksha. Bah, moi, je vous ai dit, je suis consultant dans cette affaire, je ne suis pas présentateur, mais quand Raksha n'est pas là, il faut bien dépanner, il faut bien que vous êtes déjà habitué, on est au 13e numéro de Sport Business Squad, ça fait pas mal déjà quand même. On espère qu'on va continuer en s'améliorant. Voilà, le français n'est pas facile. Merci Narcisse de nous d'avoir été des nôtres. Oui, merci Franck, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de passer sur ce plateau, mais je vais saluer une personne avant de sortir, Maître Manuel Dorian Dombol Minlo. Il est champion du monde du karaté Kyokushinkai. C'est un titre qu'on obtient après avoir fait 24 combats le même jour et il s'est reconverti en MMA. D'accord, merci également à toi Pierre Tatou et merci à toute l'équipe menée aujourd'hui des mains de maître par Ledoux, William, le père Mathieu et tous ceux qui justement contribuent au bien-être de cette émission. On n'oublie pas Marielle Abaté et bien sûr Martin Anougou qui nous rejoint la semaine prochaine dans le cadre d'une nouvelle rubrique qui va s'appeler La Bourse des Valeurs. À la semaine prochaine et vous serez en compagnie de Raksha. Moi je serai peut-être juste à côté.